Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine Brault, étudiante en MBA MCI, et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le sujet de ma thèse professionnelle. En fait, je suis fascinée par les innovations et les nouvelles technologies, mais également par la philosophie. Et j'ai donc choisi comme sujet de thèse de développer son esprit critique à l'ère de l'intelligence artificielle, comprendre et déjouer les stratégies d'influence, les outils d'influence numérique. Alors, qu'est-ce que l'esprit critique? En fait, l'esprit critique, c'est la capacité de ne rien accepter comme vrai sans en examiner les fondements. Elle repose sur le doute constructif elle vient de Socrate, en fait, qui disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, c'est assez différent de l'éthique. Vous allez voir, je ne parle pratiquement jamais d'éthique, en fait, dans ma thèse. L'esprit critique valorise la capacité de chacun à juger par lui-même, contrairement à l'éthique qui peut être perçue un peu comme une norme imposée de l'extérieur. Alors, comprendre et déjouer les outils d'influence numérique, ça c'est ma problématique. En fait, ce que j'appelle l'influence numérique, ce sont les dispositifs visibles ou invisibles qui orientent nos pensées, nos émotions et nos comportements à travers les écrans. Alors, ça peut être un algorithme de recommandation qui nous pousse à regarder encore une vidéo sur YouTube, une publicité ciblée qui devine nos désirs, ou une notification qui déclenche une réponse compulsive. Et en fait, nous évoluons dans un environnement d'influence qui est permanent. Alors, à l'origine, de l'intelligence artificielle, alors là, je repars très, très, très loin puisqu'en fait, l'IA, elle puise ses racines dans l'Antiquité et à ses débuts, en fait, elle est issue des algorithmes et les algorithmes qui n'étaient à l'époque rien d'autre qu'une suite d'instructions, logiques. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, à l'origine des algorithmes, en fait, les algorithmes sont nés de la philosophie, d'Aristote avec ses syllogismes, d'Euclide, ses démonstrations, Pascal, sa raison probabiliste. Et aujourd'hui, on est dans un schéma qui est totalement inversé puisque les innovations, elles sont guidées par la vitesse et le profit. Et comme dirait Mark Zuckerberg, move fast and break things. Et mon fil rouge, le fil conducteur de ma thèse, c'était un peu comment réintroduire une philosophie dans l'innovation et particulièrement l'innovation numérique. Donc, dans le domaine de la communication digitale, on a deux IA qui sont à l'œuvre. L'IA générative, issue du deep learning, et les IA de recommandation du machine learning. Alors, l'IA générative, comme vous le savez, c'est la capacité à créer du contenu inédit. Et on a estimé l'année dernière elle a permis de créer 12 milliards d'images. Et une chose intéressante, c'est que l'année prochaine, on estime à 90% des contenus en ligne qui seraient générés par l'IA. Alors, les opportunités créatives, elles sont incroyables, mais en revanche, on a une confusion entre le vrai et le vraisemblable qui commence à être de plus en plus important et on le verra par la suite. Et les IA de recommandation, quant à elles, elles vont trier, filtrer, hiérarchiser les contenus pour chaque utilisateur. Donc, dans cet environnement, on est obligé d'avoir un filtrage, le contenu étant tellement important. En revanche, beaucoup de personnes ont peur des IA génératives, on en parle beaucoup, elles font parler. Et pour avoir vraiment étudié le sujet, finalement, c'est les IA de recommandation qui sont les plus influentes et qui pourraient faire le plus peur, mais elles sont invisibles. Donc, les personnes n'en ont pas forcément conscience. Elles sont là pour capter notre attention, prolonger notre temps d'écran. Et le problème avec les IA de recommandation, c'est que les contenus mis en avant sont ceux qui activent nos émotions et pas notre raison. Alors, excusez-moi, un petit. L'économie numérique, c'est une machine à capter notre attention et nos données. Car en effet, on est dans une illusion de la gratuité. Comme vous le savez, les principales plateformes numériques, elles sont gratuites, mais elles sont axées sur un business model bien rodé. Dans un premier temps, comme on peut le voir sur le graphique de gauche, on capte notre attention
pour collecter nos données, pour avoir un profilage et une personnalisation algorithmique, pour pouvoir derrière avoir une monétisation publicitaire. Donc en fait, cette gratuité, elle masque un modèle économique où les plateformes prospèrent grâce à des mécanismes invisibles. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit et en fait, on croit consommer un service, mais c'est le service qui nous consomme. Et c'est un leurre démocratique donnant l'illusion d'un accès universel alors qu'elle enferme dans des logiques marchandes. Car en effet, c'est avant tout une économie de la donnée. On appelle ça le nouvel or noir. Le marché mondial des data brokers en 2023 était déjà estimé à 350 milliards de dollars. Donc, c'est la revente de nos données. Les données d'un Américain sont revendues 747 fois par jour, celles d'un Européen 376 fois. Google et Meta tirent plus de 85% de leurs revenus de la publicité basée sur cette donnée. Et pour avoir ces données, bah, il faut notre attention. Et en fait, ces plateformes sont conçues comme des machines à capter l'attention avec leur autoplay, leur scroll infini. On estime qu'une personne regarde son téléphone en moyenne 150 fois par jour. En 2023, TikTok a généré 11 milliards de dollars de revenus publicitaires uniquement grâce au temps d'attention capté. Et un internaute passe en moyenne 33 heures par semaine en ligne, soit l'équivalent d'un second temps plein. C'est comme si nous travaillions en fait pour les plateformes une deuxième semaine. Et on estime également, là c'est assez récent, ces chiffres viennent de tomber, que cette économie de l'attention va faire chuter notre PIB avec une perte de 2 à 3 points par an. Voilà, tellement nous sommes sur nos écrans. Et une chose intéressante aussi, c'est que Meta a annoncé, grâce à l'IA générative, une augmentation de 8% du temps passé sur Facebook, grâce au contenu génératif. Alors tout ça, en fait, est très bien étudié puisqu'elles étudient, enfin les plateformes étudient des mécanismes neuropsychologiques pour pouvoir capter, retenir notre attention. Donc avec une génération de dopamine, car chaque like, chaque notification déclenche une gratification immédiate. Alors pour ma thèse, j'ai eu, l'occasion d'interviewer Arnaud Viemont qui est le réalisateur de la série Dopamine. Et c'était très intéressant puisqu'en fait, il explique comment, sur chaque réseau social, la dose de dopamine est déclenchée. On a également le FOMO, Fear of Missing Out, qui est la peur de manquer une information, qui est très, très présente, dans toutes nos communications. Et il faut également noter un individualisme numérique, puisque justement, l'hyper-personnalisation permet d'avoir des contenus personnalisés qui flattent notre ego. Et on arrive dans une sorte de ce que l'on appellerait la servitude volontaire. Et j'en réfère à Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, car nous devenons quelque part complices de notre propre dépendance. Alors tout cela crée des désordres numériques. Alors les désordres, ils peuvent être involontaires. Des dérives involontaires, ce sont les biais algorithmiques. Alors comme l'explique très très bien Aurélie Jean, qui est spécialiste des algorithmes, les biais algorithmiques proviennent généralement de nos propres biais cognitifs. Donc ça, en fait, quelque part, on n'y peut rien. Ça amplifie nos propres biais. Mais il y a également des biais de conception avec un manque de diversité des équipes, ça c'est assez flagrant, où Tristan Harris, qui est un ancien développeur chez Google, explique que jamais dans l'histoire, en fait, 50 concepteurs. Alors, voilà, on est on est en termes de diversité assez peu représentatif, puisque ce sont des hommes blancs de 20 à 35 ans, californiens, qui ont généralement fait Stanford, qui prennent des décisions ayant un impact sur 2 milliards de personnes. Et nous avons également des biais d'entraînement, puisque en fonction des jeux de données, les données ne sont pas toujours représentatives et les IA vont amplifier nos inégalités. Et en revanche, il existe des dérives là qui sont vraiment extrêmement volontaires, qui sont les piliers du capitalisme de l'influence, basés sur l'émotion, l'amplification, l'orientation. Alors l'émotion.
Si vous regardez l'image de droite, en fait, j'ai repris l'exemple du Phèdre dans le livre Le Phèdre de Platon. Platon compare l'âme humaine à un attelage dirigé par un cocher avec deux chevaux. L'un qui symbolise la raison, la maîtrise de soi, le cheval brun, et l'autre, le blanc, beaucoup plus rebelle, qui symbolise les pulsions et les passions. Mais si le cheval blanc prend le dessus, l'attelage devient incontrôlable. Et aujourd'hui, les IA de recommandation, elles ne sont pas neutres. Elles vont privilégier les contenus qui génèrent des réactions très fortes, colère, peur, indignation, admiration, donc nos émotions, donc le cheval blanc. Résultat, les vidéos polémiques, les fake news choquantes, les posts sensationnalistes ont plus de chances d'être diffusés que des contenus nuancés. Car plus d'émotions égale plus de clics, égale plus de revenus. On a aussi la notion d'amplification avec deux concepts. Le premier, c'est la bulle de filtre qui a été introduit par Eli Pariser, où en fait les algorithmes justement nous enferment dans nos propres croyances, et ça c'est avéré, hein, c'est assez sourcé, où les biais de confirmation donc, sont amplifiés, des idées contraires disparaissent. C'est un petit peu ce que vous pouvez voir si vous aimez les chatons, vous allez liker des chatons sur Facebook et vous ne verrez plus que des chatons. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. Et en parallèle, s'ajoute à cela les chambres d'écho qui renforcent également nos idées, qui se répètent en boucle, une sorte de boucle de répétition jusqu'à exclure toute contradiction. Et conséquence, le groupe se radicalise. On l'a vu lors de la crise des Rohingyas en Birmanie, avec une incitation à la violence. Et Meta l'a dit avec toute honnêteté, ils ont bien vu qu'effectivement, on avait une amplification qui avait lieu. Donc, voilà, les conséquences, radicalisation et disparition du débat contradictoire. Ensuite, les plateformes peuvent orienter. Alors ça, on est plus dans le e-commerce avec des nudges qui influencent son comportement par des petits coups de pouce. C'est assez subtil, mais ça existe. Les dark patterns, par exemple des newsletters que vous recevez avec des liens de désabonnement qui sont cachés, blanc sur blanc, par exemple, avec des biais de rentabilité pour pousser du contenu le plus rentable. Et là, c'est un peu plus grave, des biais publicitaires émotionnels. Donc, Meta d'ailleurs a déposé un brevet pour cela, pour cibler des personnes en détresse émotionnelle qui seraient plus susceptibles d'acheter. Donc, en fait, les utilisateurs croient agir librement, mais en fait, nos choix sont orientés par des architectures invisibles de persuasion. Alors, cela a pour conséquence de mettre en danger notre démocratie, car seule l'IA générative, elle ne pose pas forcément de problème, en fait. C'est le cocktail IA de recommandation et IA générative qui est problématique, puisque l'IA générative permet les fake news, les deepfakes, qui sont vraiment difficiles à distinguer du vrai. Et entre la frontière est vraiment compliquée. On arrive dans une ère du slop également, avec une inondation de contenu, comme je vous le disais, et ça devient de plus en plus compliqué. Et les IA de recommandation, elles, bien sûr, amplifient tout ce contenu. Et ce qui est problématique, c'est que les réseaux sociaux, c'est la première source aujourd'hui d'information chez les jeunes. Et un compte Facebook sur 6 est faux. Et c'est souvent des fermabots, de l'ingérence étrangère. Et l'année dernière, aux États-Unis, il y a eu plus de 3000% de cas d'usurpation d'identité. Donc les conséquences de tout ça sont les MDM, donc mésinformation, désinformation, malinformation, polarisation politique, le populisme, perte de confiance dans les institutions et les médias. Et j'ai pu interviewer Bettina Lyoté, qui est journaliste sur France Inter, qui passe maintenant pratiquement plus de 60% de son temps à faire du fact-checking. Et en fait, même le métier de journaliste est en train de complètement changer. Et il existe des solutions, des stratégies pour reprendre le contrôle. Donc mes recommandations, elles s'appliquent d'abord à un contrôle individuel, c'est-à-dire qu'il faut évaluer critiquement, vérifier ses sources, croiser les informations, ajouter des filtres de vérité sur des IA génératives, analyser le contenu du fact-checking. Alors ça demande une certaine rigueur, mais en fait, on voit que c'est devenu important de le faire. Gérer son temps d'écran
en limitant les notifications, en ajoutant des micro-frictions, diversifier ses sources et cultiver la sérendipité. Alors ça, c'est dans ma thèse un point assez central. Il est important d'avoir des découvertes aléatoires pour justement casser ces bulles de filtre, ces bulles algorithmiques. Et protéger bien sûr ces données avec des bloqueurs de publicité. Il en existe beaucoup que je développe dans ma thèse ou des moteurs de recherche qui soient spécialisés. Il y a également des réponses collectives à apporter pour les institutions et les pouvoirs publics avec une éducation citoyenne à l'esprit critique. Alors ça se paraît indispensable. Il faut introduire l'esprit critique à l'école parce que à l'école, là, je vois, moi, j'ai trois adolescents. Au lycée, ils intègrent dans le programme de la formation à l'IA, ce qui est très, très bien. En revanche, il n'y a aucun point sur l'esprit critique, avoir un petit peu de recul par rapport à ce que l'on fait et ça mériterait d'être ajouté. Et au niveau de la régulation, en fait, aujourd'hui, on a une régulation qui est plutôt forte en Europe, avec le RGPD, le DSA, il existe plein de choses, mais en revanche, il y a peu de moyens, peu de ressources humaines pour appliquer derrière et puis vérifier que la réglementation est bien appliquée. Il faut également encadrer la publicité, surtout pour les mineurs, pour restreindre le profilage publicitaire pour les préserver. Et d'autre part, pour les développeurs et les concepteurs, alors là, c'est plus compliqué puisque ça vient un petit peu remettre en question leur business model qui est basé sur l'attention. Mais c'est quand même important qu'il y ait plus de transparence et d'auditabilité, pardon, pour rendre les algorithmes explicables, de limiter la viralité avec une présomption de non-recommandabilité pour des contenus haineux. Alors, il existe déjà des algorithmes qui le font. J'ai rencontré Jean-Loup Fourquet qui est sur l'algorithme de tournesol, qui est très intéressant parce que justement, il prend en compte les contenus haineux et comment ne pas les propager voilà, de façon aussi rapide. L'éthique par design paraît indispensable également. Donc, il y a, voilà, la non-recommandabilité, comme je vous l'ai dit, mais c'est important d'intégrer dès la conception des principes de respect de l'utilisateur, d'intégrer aussi une diversité dans les équipes de conception. Il existe des éthiciens généralement sur les plateformes, dans les plateformes numériques, dans les équipes de développement. Mais pour avoir rencontré un éthicien, il m'a dit que ce sont généralement des cosméticiens et il faudrait beaucoup plus intégrer des philosophes, des psychologues ou sociologues pour avoir une vision un peu plus 360 et avoir des algorithmes qui prennent en considération voilà, tous les points de vue. La sérendipité par design, comme je vous en avais parlé, c'était d'avoir un pluralisme dans nos flux, d'introduire des logiques de découverte aléatoires et de rajouter des paramètres protecteurs par défaut. Donc en conclusion, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un excellent outil, il faut l'utiliser comme outil, mais il ne faut pas que cela devienne notre maître et que les données sont des ressources à maîtriser également, que notre esprit critique, c'est la clé de l'émancipation numérique. Et en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des monastères. J'étais en lien direct avec des moines et des moniales. Et ça m'a porté pour cette thèse parce qu'en fait, je trouve qu'on peut s'inspirer de ce modèle, c'est-à-dire que le rapport au temps est vraiment très, très, très différent du nôtre. Et réapprendre à habiter le temps autrement, c'est ralentir, instaurer des espaces de silence, redonner de la valeur à l'attention et choisir en conscience ce à quoi l'on se relie. Je pense qu'on peut en prendre un petit peu exemple. Alors pour moi, cette thèse, ce n'est pas la fin d'un voyage du tout, c'est le début d'une nouvelle aventure. J'ai créé un petit blog, je suis en train de travailler sur des modules de formation car je souhaite travailler toujours dans le numérique, bien sûr, mais avec une dimension plus humaine. Et je vais vous expédier dans le lobe frontal de mon cerveau, qui est celui de la raison, car je terminerai sur une citation de Rabelais qui disait que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous remercie beaucoup et je me tiens à votre disposition pour toute question.